Bon, on va passer ensuite la parole à Serge. Alors là, qui va nous parler, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas des innovations potentielles pour essayer de prévenir ces risques en passant par une étape avant l'intervention de préhabilitation. Merci Serge pour ton topo. Merci Vincent. La préhabilitation a pour objectif d'augmenter les réserves physiologiques et les capacités fonctionnelles du patient avant l'agression et le stress chirurgical. Pour rentrer dans le vif du sujet, intéressons-nous tout d'abord à cette étude récemment publiée où les auteurs ont inclus près de 300 patients pour de la chirurgie non cardiaque, non neurochirurgicale, chez des patients qui n'avaient pas de grosses dysfonctions cognitives, puisqu'ils ont un MMS supérieur à 26. Autre élément important, ils n'étaient pas dépressifs non plus. Et ils étaient pris en charge dans les 8 jours qui précédaient la chirurgie, donc dans un fonctionnement qui est tout à fait classique de nos consultations et de la programmation de la chirurgie. La préhabilitation a consisté en une préhabilitation uniquement cognitive à base d'un outil informatique, une tablette classique pour lequel les patients devaient réaliser différents exercices de mémoire, d'attention, de vitesse de travail et de résolution de problèmes. Et avant l'intervention, ils devaient faire 10 heures d'exercice. Les patients contrôle, eux, avaient une activité strictement normale et le délirium était mesuré sur la première semaine post-opératoire. Quand on regarde les résultats, la compliance à cette préhabilitation cognitive était de l'ordre de 97%. Par contre, les résultats de cette étude, même s'il y a une tendance très nettement significative, ne l'étaient pas, au sens où l'incidence des déliriums, bien que réduite, n'atteignait pas le seuil de significativité, de la même manière que la durée des déliriums et le nombre de jours où les patients présentaient des symptômes. Par contre, lorsque l'on enlève les 4 patients qui n'atteignaient pas le seuil minimal de compliance, à ce moment-là, les résultats devenaient significatifs. De la même manière, sur le bas du tableau, dans une analyse intégrant tous les facteurs de survenue d'un délirium, eh bien, en ajustant sur le type de chirurgie, à ce moment-là, cette préhabilitation cognitive avait un résultat positif en termes de prévention. Est-ce que pour autant, on peut résumer la préhabilitation à cette étude focalisée sur la prévention cognitive? La réponse est clairement non. Vous avez ici une table qui est issue d'une revue générale sur le sujet, assez récente aussi, qui nous rappelle que la préhabilitation, aujourd'hui, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la réalisation d'exercices physiques avec des charges d'endurance, de résistance. Le deuxième, c'est une optimisation nutritionnelle avec notamment une charge en protéines chez ces sujets qui sont souvent dénutris. Et le troisième, c'est du neurocognitif avec une recherche de la dépression, du bien-être moral, dans lequel on pourrait intégrer ce que nous venons de voir dans le travail précédent. Donc ça, c'est la définition classique, mais on a tendance aujourd'hui à rajouter des choses qui sont le cœur même de notre métier, c'est-à-dire l'optimisation des comorbidités, des traitements, des médications, le patient blood management et un certain nombre de choses, la recherche aussi des addictions, la participation du patient à sa prise en charge. Et aujourd'hui, si l'on doit définir la préhabilitation, c'est au sens large en intégrant l'ensemble des mesures qui sont ici encadrées en vert. Alors, cette préhabilitation, ça s'apparente à quelque chose qui est connu dans nos hôpitaux, c'est l'évaluation gériatrique standardisée qui est pratiquée par tous nos collègues gériatres lorsqu'ils prennent en charge et qui découvrent un patient âgé. C'est un processus diagnostique qui, comme vous le voyez sur le schéma de droite, est multidimensionnel, interdisciplinaire, parce qu'il y a des ergothérapeutes, des nutritionnistes, des kinésithérapeutes, des médecins. Standardisé parce que ça utilise des outils qui permettent de quantifier les déficits, avec un objectif de faire une évaluation globale de l'état de santé du sujet âgé, avec une finalité surtout, c'est de développer un plan coordonné, c'est-à-dire d'optimiser et de réduire une éventuelle fragilité en agissant sur ces différents éléments. Alors, très clairement, l'évaluation gériatrique standardisée, ce n'est pas utilisable chez la plupart de nos patients parce qu'il faut 90 minutes pour la mettre en application de manière globale. Et on en reparlera tout à l'heure. Par contre,
Dans la littérature, l'approche gériatrique standardisée a montré son bénéfice pour réduire les dysfonctions cognitives post-opératoires. Vous avez là une étude réalisée en chirurgie vasculaire où vous voyez chez 176 patients de plus de 65 ans pour des chirurgies très lourdes, des anévrismes de l'aorte abdominale ou de la grosse chirurgie des membres inférieurs. Quand on compare à une prise en charge standard, cette évaluation gériatrique standardisée réduit notamment l'incidence du délirium, mais aussi d'un certain nombre d'autres comorbidités. Il existe une méta-analyse de la Cochrane publiée quelques années après qui retrouve les mêmes résultats sur un nombre d'études qui reste encore relativement restreint, mais tout va dans le même sens. On réduit les dysfonctions cognitives lorsqu'on réalise cette approche de type gériatrique. Un autre travail, toujours sur le délirium. Cette fois-ci, ce n'est pas une approche gériatrique standardisée au sens littéral du terme, mais ça s'apparente à une préhabilitation relativement large. Puisque, vous voyez, il y a de l'exercice avec des kinésithérapeutes. En particulier, il y a du training des muscles respiratoires pour prévenir les complications respiratoires, un suivi journalier, de la compliance, un nutritionniste, un gériatre, et on insiste là-dessus, qui a géré la polymédication, les addictions, les antalgiques, l'anxiété du patient, et puis quelque chose qui est tout à fait classique, c'est la recherche et le traitement d'une anémie qui était chez 40% des gens dans cette étude, avec un impact majeur sur le délirium. Donc pour répondre à la question qui nous était posée, aujourd'hui, la préhabilitation, c'est probablement une piste fiable pour réduire les dysfonctions cognitives post-opératoires. Un certain nombre de questions devra être résolues à l'avenir. La première, c'est celui du périmètre. Et comme nous l'avons vu ensemble, on ne peut pas circonscrire ça à une préhabilitation cognitive. Il faut avoir l'ensemble des éléments que nous avons passés en revue, de l'exercice, de la nutrition, du psychosocial, le traitement des addictions, et puis toutes les autres interventions qui font le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'optimisation des comorbidités, la gestion de la polymédication. La question de savoir, c'est à quel patient doit-on proposer ? Quels sont ceux qui sont le plus susceptibles de bénéficier de cette préhabilitation ? Il reste encore beaucoup d'inconnus. Comment on réalise ces différentes étapes, notamment les conditions d'exercice, la renutrition et le reste ? Quelle doit être la durée optimale en préopératoire, qui n'est pas toujours définie ? Si l'on fait l'ensemble du programme, il faut avoir 3 à 4 semaines devant soi. Et par qui faut-il le faire ? Ça, c'est une question d'organisation. L'essentiel étant de commencer, qu'il s'agisse des anesthésistes, des gériatres ou de l'ensemble de la chaîne des intervenants, incluant les chirurgiens. Merci beaucoup, Serge. Donc, je vais te poser des petites questions à ce propos. Donc, tu nous dis bien que la préhabilitation, ça permet de gagner de la réserve. J'aime bien, au moins c'est simple, on comprend bien le concept. Est-ce que, d'après toi, on a suffisamment d'éléments dans la littérature ou dans nos pratiques pour pousser nos tutelles à emmener ces outils ? Ou est-ce qu'on en est encore un peu trop tôt, dans la mesure où on voit bien que sur le plan organisationnel et humain, ça nécessite quand même beaucoup d'engagement ? Est-ce que tu as, d'après toi, dans tout ce que tu nous racontes, de quoi porter des sujets auprès de nos tutelles pour développer cela ? Et ensuite, après, deuxième question, si jamais on doit le développer, est-ce que ce ne sera pas des évaluations préopératoires standardisées par un anesthésiste ? Est-ce que c'est à nous d'être le leader de cette organisation ? Ou est-ce que c'est plutôt une connexion avec des gériatres qui nous permettrait de gérer ça ? Comment tu vois l'avenir là-dessus ? Alors, la première réponse, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise sur une chose qui sont les dysfonctions cognitives. La préhabilitation et les évaluations gériatriques standardisées ont montré leurs bénéfices pour toutes les comorbidités post-opératoires. Et donc, dans le cadre d'un parcours du patient qui va se poursuivre en post-opératoire, il y a une légitimité à réduire pas simplement cette comorbidité, mais l'ensemble des choses, et à rationaliser les durées de séjour, à faire que ces gens à distance deviennent moins dépendants. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique qui sensibilise nos directeurs d'hôpitaux, et on réfléchit aujourd'hui à travers les unités d'orthogériatrie, mais pas seulement de l'ortho. Aujourd'hui, on fait ça en chirurgie digestive, à reconstruire l'hôpital de manière différente. Donc oui, il y a matière à sensibiliser les gens. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse,
C'est potentiellement multidisciplinaire. Je pense qu'il y a des choses qui relèvent de nos prérogatives, que l'on fait déjà, optimiser les comorbidités, faire de la prévention d'anémie. Et puis, il y a probablement tout un pan de cette préhabilitation qui va dépendre des collaborations qu'on est susceptible de faire avec les médecins gériatres, avec les chirurgiens, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers qui vont détecter ces patients, c'est les chirurgiens. Donc tout est une question d'organisation en fonction des moyens que l'on a dans le site où on travaille. Et il n'y a pas de schéma préétabli universel. Merci beaucoup. Alors j'ai une question pour vous deux, parce qu'en fait on est dans toute l'étape d'avant l'intervention. Donc on voit qu'on a pour le moment des stratégies très dépistage, on est en amont en fait de cette thématique. Et puis on voit que dès que le délirium arrive, sauf quand il est hyperactif, en fait on fait pas grand chose. Malheureusement le mal est déjà fait, on a l'impression, et on s'engage dans un continuum comme tu nous as dit. Est-ce que le fait de dépister permet réellement de changer la trajectoire d'un patient et de diminuer son risque ? Est-ce que, si c'est le cas, c'est par des étapes de préhabilitation que ça permet de diminuer la trajectoire, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments par le dépistage qui va permettre de changer cette trajectoire et de diminuer le risque du délirium? C'est une question un peu piège, hein, mais je pense que c'est important parce qu'on se donne du mal en consulte. Si jamais c'est pour ne pas changer finalement les indices et les impacts, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Donc s'il y en a un impact, il faut pouvoir le démontrer. Alors moi, je pense vraiment que le dépistage dès le préopératoire, c'est la première étape d'un cercle vertueux en fait. Ces patients, on va les screener, les identifier. Ensuite, si on a la chance d'avoir sur son hôpital une équipe, soit une équipe mobile de gériatrie ou même une unité post-opératoire gériatrique, c'est ces patients-là qu'on va flécher vers ces circuits-là. Et ensuite, si on s'intéresse au délirium et aux troubles cognitifs dès le préopératoire, ça veut dire aussi qu'on va s'y intéresser dans la gestion opératoire, qu'on va aussi être attentif au post-opératoire et qu'on ne va pas laisser un patient en délirium hypoactif sans diagnostic pendant 3 jours à végéter dans son lit. Et donc, voilà, c'est pas de la donnée de l'evidence-based medicine, mais moi, ça me paraît logique que si on s'intéresse dès le préopératoire à ces troubles cognitifs, ça va être que vertueux pour la suite. Je vais reformuler un peu différemment les mêmes idées. Aujourd'hui, dépister ces patients, ça nous permet de faire de la préhabilitation avec le niveau de preuve que l'on a vu. Ça nous permet aussi de faire en opératoire un certain nombre d'optimisations qui non seulement vont réduire l'incidence du délirium, mais de toutes les autres comorbidités que l'on connaît, et puis de screener les patients sur des parcours pour le post-opératoire. Donc c'est le continuum complet, c'est le parcours du patient, du pré, du per et du post-opératoire. Et pour reprendre à une question que tu as formulée tout à l'heure, qui mieux que le médecin anesthésiste peut se permettre de faire le suivi sur l'ensemble du parcours. Parce que même si vous faites intervenir des gériatres, à un moment ou à un autre, le gériatre ne rentrera pas dans le bloc opératoire. Et donc, screener ces patients, les sélectionner, c'est mettre en œuvre toute une stratégie sur les 3 étapes de la prise en charge. Ok, j'ai une autre question. Alors là, tout le monde peut s'y mettre. Hein. Vous êtes tous le bienvenu. Question très pharmaco, qui d'ailleurs vient de l'iPad. L'ADEX. Est-ce que l'ADEX peut avoir un intérêt pour prévenir, aider la trajectoire de ces malades qui sont soit à risque, soit en train de développer un délirium? Peut-être qu'on a un confrère qui aime bien l'ADEX, donc on peut en parler. Et puis il y a une autre question sur la kétamine aussi. Donc en fait, on va parler de ces deux drogues-là, parce que c'est vrai qu'elles ont des éléments positifs et négatifs, donc ça vaut le coup au moins d'ouvrir le débat devant tout le monde. Sur la prévention, parce on parle bien de la prévention des troubles cognitifs post-opératoires et pas sur le traitement, qui est une autre question. Sur la prévention des troubles cognitifs post-opératoires, il y a près d'une trentaine de traitements qui ont été testés, alors avec des faibles nombres de patients à chaque fois, avec peut-être une exception qui est la dexmédetomidine, qui est montrée, en tout cas qui est démontrée comme efficace sur la réduction de l'incidence du délirium post-opératoire. Donc ça, c'est peut-être un élément à retenir, mais attention. Quel mode d'administration dans ces cas-là ? Alors celles qui ont été principalement testées, c'est l'administration continue péropératoire. Et post-opératoire également d'ailleurs. Mais on ne parlera pas du post-opératoire. Mais sur le péropératoire, l'administration continue. Mais attention, encore une fois, c'est toujours la limite de ce type de traitement, c'est qu'on a testé sur l'incidence du délirium, mais un certain nombre d'études ont été arrêtées de manière anticipée du fait de l'incidence d'événements indésirables liés à l'infusion de dexmédetomidine, typiquement les bradycardies, les hypotensions. Et donc c'est quand même un élément qui balance un tout petit peu l'efficacité de la dexmédetomidine. Pour les autres traitements, quasiment tous ceux qui ont été testés reviennent négatifs à l'exception,
enfin en tout cas dans la prévention de l'incidence, à l'exception des neuroleptiques atypiques, qu'on utilise peu dans les faits en France, mais qui pourraient être utilisés. Donc c'est les deux seules grosses molécules. Pour reprendre sur la kétamine, mais je pense qu'on peut en rediscuter. La kétamine sur la prévention du délirium post-opératoire, aucun effet positif. Et ça, c'est grâce à une grosse étude américaine, certes, multicentrique, mais très bien conduite, qui ne montre pas d'efficacité de la kétamine sur la prévention de l'incidence du délirium. Sur les troubles cognitifs post-opératoires, on n'a pas encore de réponse claire. Les méta-analyses étaient plutôt en faveur, c'est-à-dire que potentiellement ça diminuait. Il y a des études qui vont être publiées prochainement et qui répondront à cette question, je l'espère. Kétamine et effet sur le EEG, peut-être tu peux nous répondre? Alors là, on est embêté sur le EEG, puisque si on est sur du monitorage de la profondeur d'anesthésie conventionnelle, c'est-à-dire que vous avez une courbe de EEG et un chiffre, là, le BIS ne vous permettra plus de titrer la profondeur d'anesthésie et donc de faire de l'épargne d'hypnotique en toute sécurité. Pour le faire en toute sécurité, il faut avoir un DSA parce qu'elle va générer un spectre dans les ondes de gamma qui est caractéristique et qui vous permet de voir quand la kétamine agit, quand elle disparaît. Et chez les patients fragiles, ce spectre n'apparaît pas, ce qui est aussi un détecteur de fragilité. En tout cas, je suis entièrement d'accord sur la dexméthylméthine, qui peut être intéressante, mais qui en pratique est difficilement maniable. Mais les études expérimentales le montrent, elle est intéressante, comme le risperdal, où il y a plusieurs travaux, en particulier dans des articles d'anesthésiologie, qui montrent un intérêt, surtout pour de la chirurgie cardiaque, qui est à haut risque de délirium post-opératoire. Donc un warning qui est en train de sortir quand même de plus en plus sur les anticholinergiques. Je pense que c'est intéressant d'appuyer là-dessus parce qu'on est en train de mettre ça en exergue. On n'entendait pas parler de ça il y a 3-4 ans. C'est vraiment un truc qui appuie beaucoup plus là. Donc dès la consultation, les repérer et savoir les manier, faire attention. Eh bien, on est dans le cercle vertueux. On a détecté le patient. On sait que chez ce patient-là, il va falloir faire très très attention avec ses médicaments. J'ai été surpris, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de Nefopam dans les listes que tu nous as montrées. Oui, effectivement, moi je l'avais cherché aussi. Et c'est le pour nous, c'est le médicament anticholinergique par excellence, mais à part l'atropine, bien évidemment. Ouais, mais effectivement, il ne figure pas dans ces listes et il figure dans aucune des échelles que j'ai pu trouver. Et il y a peut-être une place pour une échelle qui serait faite par des médecins anesthésistes réanimateurs spécifiquement pour le périopératoire. Le problème est la diffusion de ce médicament qui est restreinte à quelques pays européens et qui est absolument pas connu dans ces études américaines. Et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Alors j'en profite pour répondre à des questions qui remontent là. OFA et délirium. Est-ce qu'on a des informations qui nous laissent penser qu'en évitant la présentation de morphinique, on va gagner sur le délirium, l'utilisation de l'ido, de choses comme ça? Est-ce que vous avez des arguments dans ce sens-là? Il y a peu d'études, en tout cas peu d'études, excepté les études françaises récentes, mais qui montrent l'efficacité de l'OFA dans la prévention du délirium. C'est même plutôt, pour la dernière étude qui est publiée par les Rennais, pas d'efficacité de l'OFA. Après, c'est toujours la même chose, c'est qu'il est quand même recommandé dans la totalité des recommandations européennes et américaines de privilégier l'analgésie multimodale, post-opératoire, et surtout le contrôle de la douleur. Le contrôle de la douleur est idéalement par des modalités qui sont multiples, et en ça on peut considérer potentiellement que l'OFA peut avoir un intérêt, mais peu de données concrètes sur lesquelles s'appuyer, voire pas du tout. Et OFA chez le patient fragile, ça peut se traduire par de très gros retards de réveil, parce qu'en plus on est incapable de monitorer cette fragilité, de vraiment adapter finement les agents anesthésiques. Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on a cette littérature OFA qui est probablement très importante pour notre spécialité, mais le malade super fragile a besoin d'une gamme thérapeutique particulière et qu'il faut qu'on y prenne des précautions. Une autre question qui remonte et qui pour moi est aussi importante, si on peut, pour certaines chirurgies, là on nous parle d'une lésion orthopédique du membre inférieur, choisir entre l'AG ou la LR, est-ce qu'on a des arguments dans un sens ou dans l'autre, soit sur le précoce, soit sur le trouble cognitif tardif? Est-ce qu'on a maintenant de la littérature qui nous laisse penser qu'on va gagner quelque chose à faire en gros de la LR ou on n'y gagne rien? Toute chose égale par ailleurs, évidemment. Alors, il y a deux réponses très récentes dans la littérature. Un papier du New England par Newman, un autre par une équipe chinoise dans le Lancet ces 2 derniers mois. Sur un modèle qui est classique, c'est la fracture du col du fémur. Les deux sont négatifs. Aucune différence. Et la synthèse est probablement la suivante. Le type d'anesthésie importe peu. Faites ce que vous savez faire, mais faites-le bien.
C'est-à-dire prévenir les chutes de tension, éviter les surdosages anesthésiques, traiter l'anémie, la douleur en post-opératoire. Alors la place de la LR pour la gestion de la douleur dans la prévention du délirium, une évidence. Par contre, la LR en tant que telle versus l'AG, rien de démontré sur ces choses-là, et ça confirme les méta-analyses sur des données rétrospectives. Dernier point qui concerne le type d'anesthésie générale, une littérature sur halogéné versus propofol. Alors sur le délirium, il n'y a rien qui sort. Sur les dysfonctions cognitives tardives, vous avez un petit bénéfice pendant quelques jours du propofol. À 1 semaine, plus rien. À 3 mois, plus rien. La messe est dite. Faites ce que vous savez faire, faites-le bien. Alors un point, tu viens d'en parler là, hémodynamique péropératoire et délirium. Est-ce que, parce qu'on a beaucoup dit le délirium, c'est soit les drogues, soit l'épargne, soit l'effet inflammatoire, tu as parlé finalement J2, J5, le problème de la neuroinflammation induite par le geste chirurgical. Est-ce que le péropératoire, son hémodynamique, peut avoir un impact? Et tu as peut-être des données à nous raconter sur OptiEdge. Est-ce que le fait d'optimiser l'hémodynamique permet d'épargner une partie du risque du délirium? Alors, je ne vous parlerai pas en détail d'OptiEdge tant qu'il ne sera pas publié. Aujourd'hui, des résultats préliminaires nous laissent à penser qu'une optimisation globale, pas simplement hémodynamique, il y avait du ventilatoire, il y avait de la profondeur d'anesthésie, a un bénéfice dans une population qui est la fracture de col. Sur le délirium de manière très nette. Après, il y a des données dans la littérature sur la relation entre hypotension, sa durée et son intensité, et la survenue de délirium notamment. C'est plus ténu concernant les dysfonctions cognitives à long terme. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, c'est chez patients âgés dont on ne connaît pas les seuils d'autorégulation du débit sanguin cérébral, c'est quel profil tensionnel on doit s'autoriser en péropératoire. La réponse, elle est pragmatique et simple. Le plus proche possible de l'état de base du patient. Là, on ne fait pas de bêtises. Tu peux nous parler des troubles EEG induits par les variations hémodynamiques? C'est-à-dire que ça, je trouve que c'est aussi important à engager comme discussion. Hein. Le BIS nous mesure des variations EEG, mais elles ne sont pas forcément liées qu'à l'agent lui-même, et ça peut être finalement les impacts hémodynamiques de l'agent lui-même. Tu peux nous raconter un peu ce que tu en penses? Tout à fait. En fait, on ne sait pas bien ce qu'on monitore quand on a des silences électriques. Ça peut être soit du surdosage anesthésique, mais ça peut être soit de l'hypoperfusion cérébrale. Un patient qui a une sténose carotidienne à 80%, il a une perte de l'autorégulation cérébrale, et toute baisse de la pression artérielle se traduit par une baisse du débit sanguin cérébral. Et donc, pour l'instant, nos algorithmes ne sont pas capables de faire la différence entre des bursts dits de surdosage et des bursts dits d'hypoperfusion. Peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, c'est intégré dans la survenue de silence électrique. On baisse les concentrations des agents anesthésiques et surtout, on corrige les hypotensions qui sont potentiellement très néfastes. Et en fait, on n'a pas parlé des causes de délirium qui peuvent être des AVC silencieux et qui sont très fréquents après la chirurgie cardiaque ou après certaines hypoperfusions cérébrales sur de l'hypotension. Merci. Alors après, il y a encore une autre question. Je trouve que c'est assez hyper intéressant qu'on puisse ouvrir un peu tous les débats. On parle de délirium. C'est difficile de faire parfois la différence entre un délirium et un état de sevrage. On parlait beaucoup du délirium très mince, justement. Est-ce que le malade addict, qu'on détecte en préopératoire, en consultation, est un malade vulnérable à part entière? Et est-ce que finalement, on doit prendre des précautions pour lui parce qu'on pense qu'il peut rentrer à la fois dans un schéma de sevrage, donc faire attention au sevrage des médicaments eux-mêmes, mais peut-être aussi fragile sur le plan cognitif, avec la possibilité de rentrer dans ce genre de parcours de troubles cognitifs précoces et tardifs? Je ne sais pas si tu veux prendre la parole sur la détection et comment on va organiser le parcours de ces malades qui présentent des addictions. Alors, effectivement, le patient éthylique chronique, en tout cas, est clairement à risque de faire du délirium post-opératoire, en plus de ce qui est lié au sevrage à proprement parler. Il a une réserve cognitive qui est altérée, et donc il sera plus à risque.
le sevrage préopératoire pour ces patients fait partie des choses qui sont recommandées, enfin en tout cas les adresser à un addictologue, essayer de réduire au maximum. Alors ça ne corrigera pas tout, souvent le mal est déjà fait, mais ça peut permettre d'anticiper, déjà d'anticiper le syndrome de sevrage, le délirium tremens, et ça permettra de faire la part des choses un peu plus facilement aussi une fois qu'ils sont sevrés. Ok, donc je pense qu'on a encore 1 minute, je vais peut-être faire une petite conclusion. On se rend compte donc 2022, on n'a pas encore tout compris, mais on avance quand même énormément sur le cognitif. On a des définitions de plus en plus claires, donc nous l'a présenté Franck, on comprend mieux finalement les différents patterns et comment ils peuvent interagir. Il y a très probablement des influences de l'un sur l'autre, hein, c'est ça ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'un malade qui présente des troubles précoces peut consolider des troubles, et donc finalement le détecter et le traiter va être important. Et on commence à avoir des stratégies de dépistage qui sont efficaces, qui sont de plus en plus utilisables dès la consultation d'anesthésie. La question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est que l'anesthésiste? Est-ce qu'il faudra appeler un relais? Le relais, est-ce qu'il sera un relais paramédical ou un relais chez un collègue gériatre? À quel moment on fait le relais? Et on a des stratégies de prévention en péropératoire avec de l'hémodynamique, avec le EG, comme nous l'a présenté Lionel. On peut maintenant, et on sait qu'il faut diminuer les concentrations, diminuer les drogues d'anesthésie, et que le EG a l'air d'être l'outil pour le moment qui nous aide beaucoup. Et c'est pas le BIS lui-même, mais c'est le RS qui finalement prend le pli et qui a l'air d'être le plus important. Et on a maintenant des outils assez puissants de préhabilitation, donc il faut d'abord savoir quel patient, mais si jamais on rentre dans cette démarche-là, on arrive à diminuer l'incidence des risques périopératoires cognitifs, et on arrive même à gagner sur quasiment tous les critères. Donc c'est pas que le cognitif qui gagne quand on rentre les malades dans ces filières. On a besoin de moyens, on va avoir besoin de travailler, hein, on a encore quelques années devant nous pour optimiser nos filières de nos patients. Merci beaucoup pour votre attention, et donc on vous attend pour les prochains colloques de ISFAR pour la session d'après. À bientôt.